Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle où moi et Mickaël allons faire un podcast sur la vie étudiante tout en répondant à vos questions que vous nous avez posées sur YouTube et Instagram. C'est parti. Il est arrivé. Mec, tu sais, j'ai réalisé un truc. C'est que le niveau de l'angle de la caméra, est-ce que c'est vraiment bien? Je pense que. Est-ce qu'on devrait pas mieux être un peu plus maniaque sur la position de la caméra, sur l'angle de la caméra et tout? Est-ce que j'allumerais pas la lumière pour te rendre plus beau? Oh la lumière, le flow de bâtard. Est-ce que celui-là serait pas meilleur? Vas-y. Là. Première question, quel conseil donnerais-tu à un élève qui est en seconde et qui doit choisir ses spécialités pour l'an prochain? Les conseils que je donnerais à un élève qui hésite à choisir ses spécialités, c'est d'abord de prendre des spé qui ont de l'avenir et en plus de ça des spé que tu détestes le moins. Peut-être que t'as pas forcément des matières qui te passionnent. Moi, c'était pas mon cas du tout. J'aimais pas grand chose. Et je prenais en priorité les matières que je détestais les moins. Du coup, maths, SES et HGGSP. Et pourquoi prendre des matières qui ont de l'avenir? Parce que la majorité des gens, enfin, je vois beaucoup de cas d'élèves qui, dès qu'ils arrivent en première, en terminale, à Parcoursup, ils se rendent compte que finalement, leurs matières, elles ont zéro avenir et ils ont zéro choix. Ils ont pas pris maths, ils ont pas pris SES, ils ont pris des matières un peu what the fuck, qui ont une combinaison de merde, ce qui fait qu'ils ont très peu d'issues plus tard. Il y a un site qui est super intéressant pour sélectionner ses bonnes spé en fonction des orientations qu'on peut avoir plus tard. C'est Horizon 21. Tu mets ta triplette de spé et ça te montre tous les domaines qui te seront proposés plus tard. Pour ma part, je suis pas du tout un bon exemple. Je suis pas la bonne personne à qui poser cette question. Parce qu'en terminale, j'ai pris les deux spécialités qui ne se complémentent pas du tout. Les maths et l'aspect LLCE. Et même pour l'anecdote, ma professeure principale m'avait dit que je n'avais pas d'avenir à prendre ces deux spé. Et elle a pas tort si j'avais une mauvaise moyenne en maths, Mm. je n'aurais pas été pris à Dauphine. Ouais. Donc c'est pour le coup, c'est vraiment les mathématiques qui m'ont carré. Mais moi, comment j'ai réfléchi pour mon choix de spécialité? J'ai vraiment suivi mon cœur. J'ai pas cherché à savoir si la combinaison de spécialités avait un avenir ou pas. J'ai simplement choisi, selon moi, les spécialités qui me stimulent le plus intellectuellement. Et j'ai surtout pris l'anglais parce que je savais que, d'une part, ça allait beaucoup me servir dans l'avenir. Aujourd'hui, je sais bien parler anglais, très très fluent. Et deuxièmement, j'aime bien l'anglais en général, donc j'ai pris l'anglais. J'ai pas voulu me dire, ah mais non, l'anglais, les maths les maths et l'anglais, c'est. Comment on dit ça? C'est non complémentaire, donc je les prends pas. Mm. Après, tu vois, maths, c'est une matière très très spéciale parce qu'à elle seule, je crois qu'elle carry vraiment tout. En fait, avec elle, tu peux aller dans n'importe où si t'as des bonnes notes. Et, Ouais. En fait, tu vois, c'est ça en fait. En fait, maths, en vrai, maths, je l'ai pris parce que c'était là. Je savais que c'était la c'est spécialité. ça, où tu peux fourre-tout un peu. Tu peux Voilà. aller n'importe où plus tard. En Et gros, j'ai pris mathématiques pour la sécurité et anglais pour ma passion. hmm. Mais les deux ne vont pas ensemble. Tu sais que l'an dernier, il y a eu plein de témoignages d'élèves qui, n'ayant pas pris spé maths, ont pleuré, ont chialé parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup moins d'options. Ouais. Sur Parcoursup. Ils s'étaient pas pris genre dans le truc d'éco-gestion ou de trucs scientifiques, médecine, etc. Parce que maths complémentaire ne suffit pas et Hmm. ils ont trop regretté de ne pas avoir pris spé maths parce qu'ils étaient nuls en maths entre guillemets. Et ça aurait été beaucoup plus rentable de persévérer et de devenir fort en maths même si on n'aime pas trop. Hmm. C'est pour ça que ouais, une combinaison entre passion et avenir, Sécurité. sécurité, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et en fait, dans la réalité, si vous êtes bon en maths, vous pouvez prendre quelconque autre matière, vous Ouais, serez pris un peu partout. je suis d'accord, ouais. Prendre maths. Prenez tous maths. Sauf si vous êtes sûr d'aller en littéraire et que vous avez une voie précise, mais bon. Sinon, prendre maths, ouais. Hmm. Ça, c'est le meilleur conseil, hein. Prends maths. Prends maths. C'est quoi ta moyenne générale? Donc là, on va partir du principe qui nous demande à Dauphine. Moi, je suis à 14 de moyenne à Dauphine. Michael est à. Je suis à 13,13 pour le S1. Donc, on peut penser que c'est vraiment de la merde. Moi, quand mon grand frère qui est à Dauphine, me donnait ses moyennes à lui, je me disais, mais putain, mais c'est vraiment des merdes. Genre, la moyenne, elle est à 11, 12. Et pour lui, il disait que 14, c'était déjà une très très bonne moyenne et que tu faisais partie déjà des top 10% de la fac. Et aujourd'hui, arrivé à Dauphine, je me dis vraiment que ouais, c'est vrai, quand t'es à 14, tu peux en être fier. Du coup, je suis à 14 de moyenne. Donc, c'est un gros décalage par rapport en terminale où j'avais 18. Là, gros down. Mais surtout qu'il faut se dire que la moyenne des élèves de Dauphine,
sont des gens qui avaient 17 de moyenne dans leur propre lycée. C'est comme si que en fait, tu compites avec les meilleurs C'est ça, ouais. de chacun des lycées de France. C'est un truc de fou. Donc je pense que c'est une très bonne moyenne. Maintenant, je pense que c'est aussi intéressant de nous parler de tes moyennes de lycée Moyenne pour de que les lycée. gens puissent se situer comment, quelle note quelle note il faut pour aller à Dauphine, quelle note il faut pour aller dans des bonnes universités comme Dauphine. Alors moi je dirais, je suis pas du tout un jury, mais d'après tous les Dauphinois que j'ai croisés, après avoir parlé de leur moyenne, d'où ils venaient de leur lycée, etc., moi je pense que le strict minimum c'est d'avoir 15-16 dans toutes les matières, et en spécialité, particulièrement les mathématiques, avoir 17-18. Et évidemment une bonne note au bac de français, évidemment. Je trouve que 15-16, en fait, si t'as 15-16 partout, ça montre vraiment que t'es polyvalent, que tu sais réfléchir. Et je trouve que c'est vraiment ce que Dauphine recherche, puisque Dauphine, c'est vraiment une formation, surtout en LSO, où on te demande d'être très polyvalent, tu vas toucher à plein de matières, et il faut être très bon partout. Mhm. Particulièrement en maths, tu vas faire beaucoup de maths encore. Hmm. Après, en général, si t'es bon en maths, Ouais, si t'es bon en maths, en vrai, c'est bon, ouais. mais oui, il faut quand même être bon dans les autres matières. Je trouve qu'il y a beaucoup de Très littéraire bon. encore à Dauphine. On te demande beaucoup de raisonner, de rédiger. Faites-vous du business en cours. Par exemple, le prof fait un cours simple ou autre, et vous à côté, vous gérez le business. C'est Michael qui peut beaucoup répondre à cette question-là. Ah oui, c'est totalement ce que je fais. En fait, j'ai une réflexion permanente quand je suis en cours, c'est est-ce que ce que le prof est en train de dire va vraiment me servir à Hmm, augmenter ma note? Et en réalité, dans 70% des cas, dans ma tête, c'est non. ouais. Donc, dans 70% de mon temps en cours, je pense à autre chose, je pense à mon business. Des fois, je pense même pas à mon business, hein, mais je pense à des choses de la vie qui n'ont aucun rapport avec les études. Mais parce que Ouais. je sais pertinemment que le fait d'écouter en cours ne va me servir à rien. Hmm. Ça commence, ouais, vas-y. Bye bye. Michael nous a quittés. Alors pour ma part, moi je fais très très peu de business en cours, ça veut dire que quand le prof y parle, moi je reste présent. Après c'est vrai qu'il y a des moments où j'arrive à reconnaître les moments où ce que dit le professeur n'est pas forcément essentiel pour le contrôle, c'est-à-dire que écouter ou non le professeur, c'est pas important dans le sens où il donne des informations complémentaires, des annexes qui ne me rapportent pas de points au contrôle, et donc là à ce moment-là je suis sur mon Mac, je réponds principalement aux élèves de mon accompagnement, je fais des feedbacks, je les coach. Donc ça peut arriver, mais la majeure partie du temps j'écoute. Les seules fois où je fais vraiment du business en cours, c'est pendant les heures de permanence, quand je n'ai pas cours, je vais à la BU, je vais dans des salles, et là, à ce moment-là, je scripte mes vidéos, je travaille encore sur mon accompagnement. Mais sinon, de manière générale, moi je reste très sage comparé à Michael. Que faire pour tenir bon dans les révisions malgré les obstacles qui ne sont pas de notre ressort? Donc dans cette question, moi je suppose que tu veux dire qu'on peut en réviser quand il se passe des emmerdes dans notre vie, qu'on n'a pas forcément une bonne santé mentale, etc. Oh. Ouais, question très intéressante. Les professeurs à l'éducation nationale n'en a rien à foutre de ce qui se passe dans ta vie. On te demande d'être bon indépendamment de tout ce qui se passe. Et dans ces moments-là, où tu te sens mal, faut se dire que chaque moment difficile passera. Et puis le plus important, enfin moi, je pense qu'il peut beaucoup aider, c'est de s'enfermer dans un environnement, dans la bibliothèque Hmm. et réviser. Puis En se dire fait, que tout est temporaire et continuer malgré la douleur. Enfin, c'est vraiment de la merde comme conseil parce que ça résout aucun problème, c'est juste du mindset. moi, je trouve que c'est un très très bon conseil parce que tu absorbes le mindset de la bibliothèque. Tu absorbes L'environnement. l'humeur de la bibliothèque. Moi, je trouve que c'est un très bon conseil, hein. Surtout s'entourer de personnes qui te font un peu changer les idées. Ouais, de Surtout ouf. pas rester seul parce que si tu restes seul, en fait, ça c'est encore une fois, pour moi, c'est des conseils. Ce que tu viens de dire, c'est des bons conseils. Mais si tu veux résoudre le problème À sa racine. dans sa racine, moi, ce que je me dis à chaque fois que j'ai un problème, que ça soit l'école, que ça soit le business, que ça soit n'importe quel projet, n'importe quel sport, au moment où il y a un match, au moment où il faut closer, au Il y a moment match. où il faut faire un contrôle, Ouais. au moment où il faut faire la différence, il y a personne qui va te dire, qui va attendre le moment parfait, le moment où t'es à Prime. Ouais. t'es à ton état mental le plus fort. Donc il faut se dire que un guerrier,
ça ne... ça combat dans chaque circonstance. Les meilleurs, ils sont les plus forts. Enfin, ils sont forts dans chaque circonstance, même sous pression, même quand il se passe de la merde dans leur vie, Mm. même quand ils sont tristes, eh bien, ils font la différence. Et c'est ça ce que je me dis à chaque fois. J'ai remarqué souvent que quand t'es dans une situation de pression, donc un contrôle, t'as un moment où tu dois faire la différence, comme tu le dis, bah en fait, en embrassant complètement le défi, naturellement tu changes de mindset et tu commences à rentrer dans l'état de flow alors que t'as plein de problèmes à côté et finalement tu switches, t'arrives à réfléchir alors que t'es dans un moment où t'es dans la merde. Ça me fait beaucoup penser aux boxeurs. Une fois tu m'as parlé du fait que je sais plus quel boxeur ou combattant de MMA disait que le match, l'adversaire il s'en bat les couilles que tu sois malade ou que tu sois pas dans ta pleine forme. Mhm. C'est un peu la même chose. Et ça me fait même penser, moi, de manière personnelle, quand je dois faire des appels de closing, j'ai toujours un peu de stress et j'ai toujours envie d'annuler quand tu vois, t'as plein de contrôles, t'as des CC qui arrivent et tu dois faire des appels de closing. T'as envie d'éviter la chose, mais en fait, le moment où t'embrasses la difficulté, que t'entres dans l'appel, il y a tout qui sort. Genre, tu changes d'objectif et là, t'es en mode chasse, tu fais le truc et tu t'en bats les couilles du reste. Ah, c'est l'analogie du combattant de boxe qui rentre dans le ring. Exactement, Et en fait, avant de rentrer dans le ring, il a peur de la défaite, il a peur de tout, il a beaucoup d'appréhension. c'est ça. Mais une fois dans le ring, c'est un animal et il se Exactement. déchaîne. Moi, je trouve que c'est un très bon conseil aussi de s'entourer socialement, avec des amis qui te font rire, qui te font un peu changer l'esprit. Peut-être de réviser avec eux. Vous vous fixez un nouvel objectif entre vous sur des, je sais pas, vous révisez les mathématiques. Vous vous dites, vas-y, ce soir, reviens, on fait des maths. Je pense que ça peut beaucoup changer l'humeur. Parce qu'en fait, souvent, quand t'es seul, t'as un peu un cercle vicieux dans ton esprit. Tu penses à quelque chose de négatif, ça te fait sentir mal. Tu y repenses encore plus, ça te fait te sentir encore plus mal. Et il faut un peu cet élément extérieur de ta vie, donc du côté social, des potes, tes parents ou des proches qui te soutiennent. Et réviser avec ses potes, je pense que ça peut être bien. Ouais. Personnellement, quand je révise tout seul, ça me fait chier un peu. Mais quand je révise avec Maxime, j'y prends beaucoup plus de plaisir, donc Ouais, pareil. automatiquement j'ai des meilleures notes. C'est quoi vos méthodes de travail préférées selon les matières? Parce que je serais curieux de savoir comment vous réussissez à autant optimiser votre temps tout en restant efficace. Bah, la règle numéro 1 pour réviser efficacement, c'est toujours approcher tes révisions par de l'activité. Et en fait, toutes les méthodes de révision qui découlent, c'est que des méthodes actives. C'est-à-dire que flashcard, feuille blanche, méthode Feynman, toutes ces méthodes de révision que tu entends sur internet, c'est tous de la dérivée de la révision active. Et tant que tu cherches tout le temps en permanence à mobiliser ton cerveau, mobiliser de la connaissance sans avoir ton cours à côté, c'est de la révision efficace. Maintenant, il faut juste adapter selon ta matière. En mathématiques, ça va surtout être de l'exercice. Pendant un oral, tu vas essayer de répéter ton script sans le regarder, parler à ton téléphone. Tu regardes ta matière, tu regardes quelle méthode de révision te permet d'avoir le maximum de points à ton contrôle, et tu fais de l'activité. Maintenant, une autre méthode de travail, une autre technique, c'est de s'entourer des meilleurs et de demander les informations, ce qu'il faut apprendre pour le prochain contrôle aux meilleurs, parce que ce sont les meilleurs qui ont les meilleures informations, qui peuvent t'aider à faire les exercices du prochain contrôle. Ouais. En fait, moi, ma méthode, c'est très simple. C'est j'identifie ce qu'il faut faire pour le prochain contrôle, j'essaye de faire les exercices du contrôle. Si je n'y arrive pas moi-même, je regarde le corriger ou je demande à un pote qui connaît déjà la réponse de ces exercices. Une fois que je sais comment faire les exercices du contrôle, j'arrête de réviser. Pour moi, c'est déjà suffisant. Parce que je sais que, ça c'est la dure réalité les gars, hein. C'est pas en apprenant le cours que vous allez avoir la bonne note, c'est en sachant faire les exercices du contrôle que vous allez Exactement. avoir la bonne note. Et dès lors que j'ai compris ça, à chaque fois que j'arrive à faire tous les exercices des contrôles des années dernières, 2019, 2020, 2022, 2024, je réussis tout, et bien je suis certain de réussir le contrôle de 2025. Parce que le programme ne change jamais. Et c'est pour ça que entourez-vous des meilleurs pour qu'ils vous expliquent comment faire les exercices. Moi, je suis très d'accord sur le fait que il faut réviser en ayant la mentalité de maximiser ses points au contrôle et pas réviser dans le simple but d'absorber de la connaissance. Si elle n'est pas utile, en Mhm. fait, elle sert complètement à rien. C'est la règle de Pareto, en fait. 20% des connaissances permettent d'avoir 80% des résultats. En fait, il vous évalue pas en fonction de vos connaissances, mais en fonction de votre capacité à faire les C'est exercices. ça, à répondre à ce qui est demandé. Après, je pense qu'il voulait aussi nous demander, à chaque matière,
qu'est-ce qu'on utilisait comme méthode? Du coup, il y a deux types de contrôles, les contrôles des matières scientifiques et les contrôles des matières littéraires. Pour les matières scientifiques, ce que j'aime bien faire quand ton cours il est très dense, par exemple en mathématiques ou en physique, c'est de faire une fiche avec toutes les formules et les propriétés importantes, donc ça dure. C'est très très rapide, tu survoles ton cours pour voir en quoi il consiste. Ensuite, crescendo, t'attaques les exos faciles d'application, les exos intermédiaires et les exos bilans. Une fois que t'as fumé tes exos bilans, tu peux être prêt à ton contrôle puisque les contrôles scientifiques, c'est surtout des problèmes, des mises en situation où tu dois manipuler ton cours d'une manière un peu différente, technique. Pour les matières littéraires, on te demande souvent de rédiger, faire des développements construits, des dissertes, etc. Là, t'as deux choses à faire. Pour moi, les matières littéraires, développement construit, c'est deux paramètres, 50% de connaissances et 50% de rédaction et d'analyse du sujet. Pour comprendre ton cours et avoir les connaissances, moi je préconise simplement de la méthode active, donc c'est comme tu veux, soit tu fais la méthode Feynman, soit la méthode de la feuille blanche, tu reprends le plan de ton cours, tu fais la méthode de la feuille blanche avec, donc je répète un peu la méthode de la feuille blanche, c'est simplement lire son cours attentivement, le comprendre. Une fois que cette première phase est faite, tu vas petit à petit essayer de réécrire tout ce que tu sais de ton cours, et à chaque moment où tu bloques, tu regardes ton cours, t'essayes de réécrire sans l'aide, et puis tu continues comme ça indéfiniment jusqu'à ce que tu puisses remobiliser ton cours sans aucune faute. Ensuite, pour la partie 50% rédaction et analyse, il faut tout simplement reprendre ses anciennes copies, prendre un stylo vert, identifier chaque erreur, bien faire attention aux annotations de ton professeur, et puis voir où est-ce que tu aurais pu t'améliorer dans la rédaction et dans ton analyse. Parce que souvent, on a les connaissances, ils ont toutes les connaissances, mais le moment où il faut rédiger et transformer la connaissance en mots pour répondre au sujet, c'est impossible. Et là, il faut juste faire de l'introspection sur ses anciennes copies. On va Après, garder juste la moi, il y a un partie. autre conseil en matière littéraire qui était vraiment banger, ce qui m'a beaucoup aidé au bac de première parce que j'avais du mal en rédaction, c'était de prendre les meilleures copies de ma classe au bac blanc, de s'inspirer de leur rédaction, parce qu'en fait, tu sais pas ce que c'est qu'une bonne rédaction au départ. Donc tu regardes les meilleurs élèves, tu t'inspires de leur manière de rédiger. Ah là, il met des mots de liaison. Ah là, pour introduire la problématique, il fait une petite phrase comme ça. Ah, il conclut de cette manière-là. Et là, t'implémentes et tu corriges les erreurs que tu avais fait dans ton ancien contrôle. Comment vous et Mickaël se rencontrez pour la première fois? Rendez-vous dans ma FAQ. En vrai, on peut réexpliquer, je pense. Vas-y. Je te laisse expliquer. Ça fait vraiment 100 000 fois qu'on l'a raconté. La première fois que j'ai rencontré Mickaël et qu'on s'est vraiment parlé pour de vrai, c'était après un bac blanc de mathématiques, un contrôle commun, vers 17-18 heures. Moi, je vais au street workout faire ma séance comme j'ai l'habitude de le faire. J'arrive au street, il fait un peu sombre, il y a personne. Je fais ma séance tranquillement et au loin, je vois un mec courir, faire des tours de piste. Et je me dis, ah, c'est marrant lui, ce petit chinois, je l'ai déjà vu au lycée. Mais on s'était jamais parlé à l'époque. Quand il finit sa course, il arrive, moi j'étais en train de faire des dips. Et moi je me souviendrai toujours de ce jour. Tu m'as dit que tu t'en souvenais plus trop de ce moment-là. Mais quand on commence à croiser nos regards, je sais pas, on commence à sourire. Et puis le feeling passe très très bien. Il me dit ce que je fais. Il me rejoint et il fait la séance avec moi. On fait nos dips. On commence à parler de la vie, de ce qu'on fait. Tu me commences même à me parler de business. Et la chose la plus mémorable dont je me souviens, c'est que tu m'as demandé pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Mec, j'allais venir à ça. J'allais te demander, j'allais te poser la question, est-ce que Je sais plus ce c'était que j'ai le répondu. jour... Ouais. Non, t'avais pas répondu. En fait, est-ce que c'était le jour, ce jour dont tu parles, est-ce que c'était le jour où je t'ai posé cette fameuse question? Ouais, c'est ce jour-là. Ah ok, bah oui, alors je m'en souviens. Mais je me souviens exactement du moment où je t'ai posé la question, j'ai même l'image mentale. Mais non, t'avais pas répondu. T'avais dit... Non, mais je sais pas, tu voulais pas trop répondre et j'ai fait, ah ok. Ouais, mais je crois que c'était peut-être l'une des premières phrases que tu m'as donné, que tu m'as dit. Oui, bah oui, c'était littéralement l'une des premières phrases de notre conversation. Toi, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Quel est le sens de la vie pour toi? Moi, je pense que la réponse, elle est vraiment bateau, mais c'est de... Chacun a son propre sens dans sa vie. Je suis C'est de le trouver et de l'accomplir. Hmm. Bah, pour être honnête, je suis dans une phase où je ne sais pas vraiment. Parce que, en fait, pour moi, le sens de la vie, c'est directement lié à l'objectif que tu t'imposes Hmm. au moment, dans ta période. Ouais, c'est ça. Moi, au moment où je courais après la liberté financière, faire de l'argent en ligne, etc., eh bien, mon sens de la vie, c'était d'être riche, de gagner le plus d'argent. Hmm. Maintenant que j'ai atteint ce stade de liberté financière, eh bien, j'ai plus trop de sens parce que j'ai l'impression d'avoir tout atteint et que
j'arrive à simplement voir où je vais. En fait, j'ai tout atteint, donc j'ai plus d'objectif en particulier. Donc si tu me poses la question, est-ce que là... Ah si, j'ai un petit objectif là, c'est de glow up un maximum, autant au niveau du visage, de la coiffure. Bon, je dois laisser pousser pendant 3 mois. Et au niveau vestimentaire, ça va en vrai. Je dois encore faire des efforts, mais en fait, j'ai pas d'objectif long terme, un big why ou quoi que ce soit maintenant. Donc, je ne saurais pas trop. Je pense que tu vois, voilà, c'est ça. Je sais pas trop. Je Mm. connais pas trop. Je connais pas non plus ma réponse à moi. Moi, je pense que bah, ça montre bien qu'on a même peut-être plusieurs vies, donc plusieurs sens, à chaque Hmm. parcours, étape de notre vie. Donc tu m'as dit que premièrement, c'était la liberté financière. Maintenant, tu t'en trouves un nouveau avec le glow up. Peut-être que dans Mais 5 ans, c'est ce ça. sera pas la même chose. En fait, ça montre qu'on a plusieurs vies et que c'est jamais universel ou Hmm. unilatéral. Hmm. Ça peut toujours se diversifier. Hmm. Moi, actuellement, c'est avoir mon master, obtenir de très très bonnes notes, en tout cas, défoncer la moyenne à Dauphine. Et en parallèle, le but du jeu, c'est d'avoir un salaire qui dépasse largement celui que je peux avoir avant mon master. Parce que j'ai toujours trouvé ça chiant d'attendre 5 ans avant de commencer à épargner pour sa future maison, sa future appart et développer sa future famille. C'est Hmm. trop long pour moi. Donc autant faire les deux, autant faire être bon en cours et faire du business. Et donc utiliser sa compétence d'être bon en cours pour alimenter son business. Là, l'objectif, c'est l'an prochain avoir 10K par mois constant. À chaque fois que tu dis ça, ça me fait trop rire. Pourquoi? Parce que je te le répète, mais en fait, Oui, tu veux dire, le prochain mois, c'est possible. oui. Après, si toi tu parles de 10K par mois constant, j'avoue. Non, mais moi, je pense évidemment que c'est possible, mais je dois faire une semaine de closing. Oui. Et là, c'est très facile. Par contre, il faut répondre aux clients, Hmm. fournir la valeur, Ouais. tout en étant très bon en cours. Hmm. C'est pour ça que C'est ça, ouais. je dois solidifier le système, avoir des témoignages, pour avoir des closings plus qualitatifs. Et au fur et à mesure que moi, je fais des formations, que j'apporte des vidéos dans mon accompagnement, ce sera beaucoup plus facile de fournir la valeur à ce moment-là. Hmm. Donc, ouais, moi, j'y vais petit à petit. Je sais que toi, t'es gros bourrin. Et boum, boum, boum. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne manière de faire. Mais les deux sont bien, je pense. Après, c'est vraiment. Ça dépend vraiment de la personne, je pense. Ouais. Si toi, t'as la mentalité, la vision de le faire comme un bourrin, tu le fais en bourrin. Hmm. Si tu vas tranquillement comme moi, tu le fais tranquillement. Hmm. Je suis d'accord, ouais. Quelle est votre matière préférée et pour quelle raison? Les mathématiques. Est-ce qu'on peut compter EPS? Ah, mais c'est EPS direct, ouais, je pense. Ouais. C'est juste fun. Ça te déconnecte. T'as un côté social, c'est juste la récréation, Hmm. l'EPS. Mhm. Après, si c'est dans les matières, le dur, c'est les mathématiques. Hmm. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi. En fait, les mathématiques, c'est vraiment trop bien quand t'es dans un entourage où les gens, ils font... Quand t'as tous tes camarades qui font des mathématiques, il y a le professeur qui explique les notions en maths, et tu comprends où est-ce qu'il veut te mener. Hmm. Et c'est très satisfaisant de comprendre, de réfléchir sur le problème. Réfléchir, t'arrives pas à trouver des fois. C'est passionnant de chercher, chercher, chercher jusqu'à trouver la bonne réponse. La réponse, quand tu l'as, bah, c'est la gratification, C'est la ça. récompense. Non, Hmm. c'est intéressant. Après, outre les maths, l'anglais en vrai, pour moi, parce que j'aime trop l'anglais en fait. Il est trop chaud en anglais, Mika. Vraiment. Ouais, en fait, tu sais, je vais même pas te dire que j'adore l'anglais parce que je suis fort. Parce que en première, quand j'ai pris ce PLLCE, Ouais. j'étais paumé, enfin j'étais vraiment nul en anglais, j'avais un accent pas fou non plus. Et j'étais le dernier de ma classe en anglais. Ah C'est-à-dire ouais, que mec. c'était vraiment, entre guillemets, la honte. Parce que moi, dès lors que, en plus, quand j'étais arrivé en première, j'ai cru que j'étais chaud en anglais, hein. Ah, mais je me suis retrouvé avec que des natifs, Ah ouais, ouais. que des gens qui viennent de British là-bas, là. Non, j'ai pas le droit de dire leur prénom. Mais ils sont super forts en anglais. Et quand j'entendais leur accent, je me disais, mais attends, mais je fais quoi ici, là? Et Sérieux? c'était super gênant parce que à chaque fois, moi, je comprenais rien. Tu vois, j'ai pas l'oreille, j'arrive pas à bien comprendre l'anglais très, très, très naturellement. Et eux, ils parlent entre eux super fluent. Et moi, je comprends même pas ce qu'ils se disent entre eux. La professeure, quand elle leur parle, je comprends rien non plus. Et je suis paumé comme ça. Et j'ose des fois. Des fois, j'ose pas poser la question. Ça veut dire quoi ça? Des fois, je comprends pas. Des fois, je comprends rien et j'ose pas dire. Du coup, je fais yes, I understand alors que je comprends rien. Mais en fait, ça m'a aussi. Alors, l'anglais, on en parlera peut-être plus tard. Mais le fait d'être nul dans une matière,
ça ne devrait pas être un frein pour apprendre. Il y en a beaucoup quand ils sont nuls dans une matière, ils n'osent pas poser les questions par honte, parce qu'ils ont l'impression que les autres camarades vont se moquer d'eux. Et le fait d'avoir été le plus nul de ma classe en anglais, bah, ça m'a fait comprendre que c'est justement quand t'es le plus nul qu'il faut poser le plus de questions. Quand t'es fort dans une matière, tu lèves beaucoup plus la main beaucoup plus facilement parce que tu sais que t'es certain de ta réponse, Ouais, tu sais que t'es ça va avoir la fier. gratification, etc. Exactement. T'auras la validation de tout le monde, les gens ils vont savoir que t'es fort. GG ma gueule. Voilà. Mais quand t'es nul et que Ah tu ouais, poses une question, il n'y a aucune gratification, t'auras aucune validation des autres. c'est ça. Simplement, mais t'auras appris quelque chose, tu vois. Mm. Donc en fait, on aime bien lever la main quand ça ne sert à rien parce qu'on connaît déjà la réponse, mais on n'aime pas lever la main quand ça nous sert vraiment pour apprendre, Ouais, tu vois. quand c'est le plus important. Mm. C'est pour ça maintenant, que je sois nul ou que je comprenne pas et tout, je m'en fous, Mm. je réponds, je pose les questions, je m'en fous. Quand on a parlé de maths, je trouve ça super intéressant, le fait que en fait c'est la gratification qui nous fait qu'on aime les maths, qui fait qu'on aime les maths. Mm. Alors que c'est cette gratification-là qu'on ressent dans les mathématiques, on la ressent pas forcément en matière littéraire. Où là, Mm. tu résous pas un exercice, genre quand tu révises, t'as zéro gratification. À part le fait que, ah ouais, je me souviens de cette définition, Mm. mais c'est pas comme si t'étais sûr que tu te préparais à 100% dans un sujet. En fait, c'est le fait de rechercher. Quand tu recherches la solution, Mm. c'est super passionnant. Et ça, je pense que seuls les matheux pourront comprendre cette sensation de putain, je suis en train de chercher et j'ai toutes les bases que le professeur m'a enseignées, toutes les notions, enfin tous les outils. Tout se combine, tout prend sens dans le problème. Et là, Et en fait, avec tous ces outils-là, j'essaie de trouver la solution et je cogite et je comment de teste bricolage. plein de solutions, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, je trouve la réponse et c'est vraiment. Ça fait... même quand tu trouves pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui trouve la réponse, à la fin tu fais waouh, mais c'était ça en fait. Mm. Et ça fait plaisir quoi. Moi, il y a un autre truc qui me fait trop kiffer les cours, mais je pense que c'est pas quelque chose que tu dois ressentir, mais j'aime trop écrire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à développer une satisfaction dans le fait d'écrire. Genre, écrire des maths, je trouve ça satisfaisant. Mhm. Écrire bien. Quand t'as ton stylo bic, le stylo bic orange là, fin, plus des feuilles blanches avec un bon support, Ah là ouais, je suis dans de bonnes conditions pour bien travailler, je suis content. ok. Moi c'est quand j'ai un cahier et un stylo bleu. Ouais, c'est ça. Quand C'est il a un vrai, cahier Mika, c'est. ça y va. Ça y va. Je Il est trop tue heureux. les arbres. J'écris super vite, en super gros. Ouais. Je fais pas attention à la place que j'utilise. Comment ne plus être mal à l'aise en public et à l'oral? Ça c'est pour toi ça. T'as Comment ne remporté le plus être. concours d'éloquence. Ah, tu sais que moi, de Mhm. base, je suis quelqu'un de plutôt timide, genre au collège. Bah, ça J'ai se du mal voit à en prendre vrai, la hein. parole. Et je me souviens, le premier oral que j'ai fait, c'était en primaire, sur la Première Guerre mondiale. Et j'ai flop de Il fou. s'est chié dessus. Je me suis chié dessus. Genre vraiment, on voyait carrément, genre mes jambes, elles tremblaient. Ah ouais. Genre, Ah, c'est trop drôle. j'étais vraiment comme ça. Et la prof m'a fait remarquer, mais. Elle dit, ouais, faut pas trembler et tout. Regardez les jambes droites, mais moi je me dis, mais. C'est Je une peux pas dinguerie. contrôler ça. Bah oui, c'est. C'est normal, je stresse. Hmm. Et pour le coup, je pense que ce qui m'a fait débloquer, c'était quand j'étais arrivé en troisième pour passer mon oral, un oral en fin de troisième, et je l'avais baisé, vraiment l'oral. Pourquoi? Il y a deux raisons à ça, je pense. C'était que je m'étais beaucoup entraîné devant mon frère et mes parents, ce qui avait que j'avais une aisance, je me sentais mieux, plus à l'aise quand il y avait quelqu'un qui me regardait. Et deuxièmement, je maîtrisais de ouf mon sujet. Et en fait, quand tu maîtrises de ouf ton sujet, ça fait que tu t'as pas raison de stresser. Parce que tout ce que tu vas dire, tu sais que c'est bon. Et en plus de ça, il y a un truc qui fait que j'ai remarqué que, je sais pas si je sais pas si vous remarquez, mais quand vous racontez une anecdote à un pote, vous hésitez pas, vous bégayez pas, vous n'avez pas de tic de langage, parce que vous savez ce qui s'est passé dans votre vie. L'anecdote, vous la connaissez à la perfection. Mm. Vous pouvez la remobiliser et la réexpliquer en détail sans aucun souci. Et c'est la même chose avec ta matière et ton sujet. Si tu le connais du bout des doigts, que tu peux le raconter à n'importe qui, même à un enfant, c'est que tu le maîtrises et le jour de l'oral, ça va beaucoup te faciliter la vie. Mm. En fait, je crois qu'il y a deux paramètres, c'est entraînement au regard des autres, plus maîtrise du sujet. La combinaison des deux, ça fait une bonne présentation orale, à mon avis. C'est très très bien ce que tu as dit parce que la confiance en soi, très généralement, est liée à la compétence, à ton niveau de compétence dans le domaine. Si t'es fort, t'as confiance en toi. Si t'es nul, t'as moins confiance. C'est logique, hein.
Maintenant, pour ma part, même quand je suis nul, j'ai confiance en moi. Parce que je me dis que c'est la meilleure chose à faire. Je fake la confiance limite, Ouais. tu vois. Même si je suis nul, tu me verras jamais. Je vais pas te montrer que je suis nul, même si je suis nul. Hmm. Je vais performer comme si que j'étais le meilleur, Ouais. tu vois. Et ça, je pense que j'aime beaucoup c'est la mentalité de CR7. C'est peu importe ce que vous pensez, peu importe l'avis objectif sur mon niveau, dans ma tête, je suis le meilleur. Ça, c'est une mentalité pour certains, ils vont comprendre. C'est juste avoir beaucoup d'ego et se dire que je suis toujours le meilleur. Ça marche bien. Hmm. En fait, ça marche aussi. Enfin, ça a aussi un impact positif pour la révision parce que quand tu te penses être le meilleur, tu te dois de faire les choses pour être le meilleur. Donc, tu révises plus. Ouais, tu fais des actions de mec, du meilleur mec en fait. Voilà. Donc, dans la finalité, tu deviens vraiment fort dans le domaine Hmm. et t'es. T'es vraiment chaud et tu baisses tout, quoi. Ouais, ouais. Mais en vrai, Hmm. vas-y, on cut. Non, mais c'est Ça bien, sert à je rien trouve. ce que j'ai dit là. Non, je trouve que c'est bien. Non, c'est nul. Mec, c'est trop bien, je trouve. Non, mais parce qu'en fait, c'est nul parce que c'est vraiment. Vas-y, ça a rien à voir avec les études. Mais si, ça a complètement à voir avec les études, hein. C'est même Ok. une vidéo que j'ai faite où Ok. toute la vidéo pendant 8 minutes, je dis qu'il faut avoir le mindset de t'être déjà un élève excellent. Oui, Il faut mais en juste. fait, Ouais. mais en fait, je me suis mélangé parce que je parlais de la situation où t'es nul au moment où il faut passer. Ah, ok. Et en fait, je me suis mélangé dans les deux. Mais parce qu'en fait, ça, c'est un vrai tip aussi. Parce que les gens, quand ils sont nuls, tout de suite, ils se braquent. Et c'est fini. Alors que en vrai, si tu adoptes la mentalité de je suis le meilleur, en fait, tu fais tout pour avoir le plus de points. Et dans la finalité, très très souvent, tu as plus de notes que la moyenne. Hmm. En tout cas, Surtout que moi, je trouve que cet état d'esprit, ça permet de renforcer les arguments et ce que tu dis le jour de l'oral. Quelqu'un qui parle dans sa barbe, bah en fait, l'argument, il est pas convaincant. Genre, Hmm. ça a beau être un truc de ouf ce que tu viens de dire, mais ça donne pas envie, quoi. C'est dégueulasse. Mais un mec qui est très confiant, qui dit les choses même si c'est bancal ou moyen, et qui le dit avec assurance, tu dis que putain, le mec, il est chaud, il Ouais. connaît son sujet, il est là, il parle avec confiance. Hmm. Ça donne plus de poids à ton argument, tout simplement. C'est ça, ça valorise son argument alors que son argument il est moyen. Ouais. En fait, ça te fait te dire, mais en vrai, son argument, en vrai, c'est Ouais. c'est pas mal. Mais tu sais, ça me fait penser à un truc de ouf. Tu sais, il y a pas longtemps, je t'ai parlé d'une élève qui avait eu 12 à son oral. Hmm. En fait, elle s'était enregistrée pour faire son oral. Et du coup, comme elle est au CNED, en fait, c'est un professeur qui écoute l'enregistrement et il note Ah oui, l'oral voilà. de français. Hmm. Et moi, j'ai écouté précisément et tout. Hmm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, son analyse était parfaite. Hmm. Genre, vraiment, l'oral était excellent. Mais c'est juste que la qualité du micro était dégueulasse. Et elle avait une voix très robotique qui fait que c'était pas forcément plaisant. Et effectivement, quand moi j'écoutais le vocal, c'était pas très plaisant. Mais en tout cas, quand je me concentrais sur le fond, c'était excellent. Hmm. Et donc là, je lui ai donné des conseils sur l'éloquence, etc. Et aujourd'hui, au dernier oral qu'elle a eu, elle a eu un 17. Oh là là, Donc, donc c'est elle est passée de incroyable. 12 à 17. Et en fait, il y a une seule chose qui a changé, c'était sa confiance en soi. Et son éloquence, on a changé les paramètres, son volume, la vitesse, etc. Hmm. C'est beaucoup mieux passé. Ouais. Vous étudiez quoi? Est-ce qu'on répond à cette question? Donc, nous Bah deux, on ouais. est à Paris-Dauphine, en filière LSO. C'est une licence. C'est une licence très pluridisciplinaire. Où il y a des matières scientifiques, tu as de la science politique, de la science sociale, du droit, des mathématiques, de l'économie, de la macroéconomie, microéconomie, plein de choses. Et de manière générale, donc en troisième année de licence, soit tu vas faire de la gestion, de l'économie, ou alors des sciences sociales. Et Dauphine, c'est très très réputé pour les métiers de l'entreprise, les métiers de la banque. Donc de manière générale, les gens qui vont à Dauphine s'y orientent donc soit en finance, soit en entreprise, gestion, etc. Pouvez-vous nous révéler les changements que vous avez subis du passage au lycée aux études supérieures et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Hmm. Au lycée, t'es beaucoup plus encadré qu'en université. C'est la première chose qui m'est arrivée à l'esprit, ouais. T'as beaucoup plus. Alors c'était choquant. Quand je suis arrivé à Dauphine et que j'ai vu la gueule de notre emploi du temps, il y avait 2 fois moins d'heures qu'au Hmm. lycée. Hmm. Donc au lycée tu as 2 fois plus d'heures de travail en présentiel. Mais par contre, les heures que tu as en mois à l'université, c'est de l'heure que tu vas consacrer à la bibliothèque, en fait, à côté des cours en heure de permanence. Hmm. Du coup, en fait, la charge de travail, elle est identique, Hmm. voire peut-être plus élevée, dans le sens où, à l'université, comme c'est moins encadré, Hmm. t'as pas des manuels, t'as pas forcément les professeurs qui te rappellent tout le temps les choses qu'il faut faire,
qui te rappelle ce qu'il y a au contrôle. C'est à toi de chercher les bonnes informations et à réviser efficacement. Mhm. C'est ça. Tu te dois d'être beaucoup plus autonome en Ouais, université. ouais, c'est ça. Au lycée, t'as simplement, très généralement, si t'es un minimum bon, génétiquement, ou pas, on va pas parler de génétique, si t'as un minimum de compréhension en cours, il suffit d'être très assidu en cours, écouter attentivement le prof pour passer Ouais, l'année. t'as fait 80% du travail. Exactement. À l'université, il ne suffit pas d'écouter le cours. Si, si tu écoutes le cours, tu écoutes bien le cours, hein, mais tu ne révises pas, tu auras 5. Surtout que... Ah mais attends, mais dans la majorité des matières, c'est pas en classe que tu fais le cours. C'est en classe que tu t'exerces, Mm, et c'est toi, de ton côté, que tu dois préparer le cours. mm, Donc tu dois préparer les TD, ça s'appelle comme ça, où tu as un dossier, par exemple en macroéconomie, tu as une vingtaine de pages de manuel à lire, mm. des vingtaines, trentaines de questions à répondre avant de passer ton cours, et c'est dans le cours qu'on répond aux questions, Ouais. qu'on s'exerce en fait. Donc vraiment, apprenez le cours quand vous arrivez à l'université. Je peux vous le dire, hein, j'ai essayé de ne pas apprendre le cours, d'aller en cours sans rien apprendre, et d'essayer d'apprendre le cours à travers les exercices qui se font. Tu comprends rien. Je comprends absolument rien. Je comprends absolument rien parce que Fallait le voir à la maison. il fallait le voir à la maison. Donc, et encore, je suis un très bon, je comprends très vite, mais je comprends rien. Enfin, je comprends rien si j'apprends pas à l'université. Alors que quand tu es au lycée, t'es pas obligé d'apprendre à la Mm. maison pour comprendre le cours. Je suis Parce que d'accord. tout est expliqué en cours. Ouais. Donc ça c'est un défaut. Je pense même que pourquoi les notes chutes arrivées à Dauphine, c'est l'une des raisons majeures, je pense. Parce qu'en fait, si tout était encadré, si tu avais plus d'heures de cours, Mm. bah en fait, c'est la même chose qu'au lycée. En vrai, la difficulté des informations, genre, moi, je vois pas de grande différence en termes de. Dans la matière, le contenu, Mm. il y a pas de. C'est pas deux fois plus dur, tu vois. Non, C'est compréhensible par un humain normal. ouais. C'est juste la manière dont tu l'apprends qui est bien plus difficile, ouais. Mm. En fait, on va beaucoup aussi utiliser des notions apprises au lycée Ah oui, et ouais. apprendre des nouvelles choses. En fait, les nouvelles choses qu'on apprend à l'université nécessitent d'abord de comprendre les notions au lycée. Si tu comprends pas ce que tu as appris au lycée, Ah, c'est c'est chaud. impossible de réussir à l'université. Donc déjà, commencer à bien réviser la terminale, Développer plein de compétences, de maths, de rédaction, c'est ça. d'extraire de l'information à partir de documents, c'est des compétences de ouf, ça. Sinon vous rentrerez dans des universités de merde. Ça fait un regard. Bah c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Peut-être on pourrait parler de l'impact du niveau de ton université sur toi. Quand tu es dans une université de merde, Ah ouais, ta vie, elle est foutue. Mm. Je vais être je honnête, hein. suis d'accord. Ta vie, elle est foutue quand tu es dans une mauvaise université parce que c'est que des branleurs avec toi. Même les profs, ils savent pas ils savent pas réellement ce qu'ils font. Tu as beaucoup de temps libre, ce qui veut dire que tu te dois d'être autonome. Si tu ne l'es pas, c'est la merde, c'est la décadence. Ouais. Alors c'est beaucoup plus facile d'être autonome quand à côté de toi, t'as plein de gens chauds, ça fait un cercle vertueux. T'es à côté de mecs chauds, tu te dis ah ouais, c'est vrai que je devrais réviser ça. Mhm, Ah ouais, eux ils vont à la BU, ils vont dans cette salle travailler les mathématiques pour le contrôle. Ah, je vais y aller avec eux. mhm. Mais dans un endroit de merde, bah les gens vont jouer à Brawl Stars, je sais pas, ils vont faire autre chose. Oh non, mais c'est atroce. Du coup, tu fais autre chose et tu t'éloignes de ton objectif. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'ils sont tous sérieux que c'est tous des nerds qui n'ont pas de vie, hein. Ils ont beaucoup de vie sociale. On a beaucoup de vie sociale à l'université quand Ah même. ouais, beaucoup, Une beaucoup. vie associative très animée. Tellement, tellement, tellement. Donc, faut pas penser qu'à l'université Dauphine, ce sont des nerds qui font que travailler. On n'est pas en prépa. Ah mais C'est mon très- frère, lui il était dans un lycée de merde. Mm, C'était le seul à bien travailler. Et je lui ai demandé c'était quoi tes meilleures années de ta vie dans tes études. Il m'a dit c'est Dauphine. mm, Genre les meilleures années de sa vie c'était ses 5 ans à Dauphine. Et c'est là qu'il a le plus kiffé dans son monde associatif. Donc il était à l'oreille, c'est une asso à Dauphine. Il a trop kiffé, tout en ayant de bons résultats. Donc en fait l'environnement, le simple fait d'être à Dauphine, ça lui a permis d'à la fois avoir un avenir archi sécure et en ayant du fun. mhm. C'est un point positif. Et des points négatifs, en vrai, moi je trouve, Je crois qu'on a déjà, ouais. c'est le fait que. Ah non, mais en vrai, faut pas. C'est quoi Je vais dévaloriser Dauphine. Bah, leur cours, il y a plein d'erreurs. Ah ouais. C'est un bordel, hein. Alors qu'au lycée, il n'y en avait pas, hein. Il n'y a pas d'erreur hein, au lycée. Ouais. Mais je sais pas si c'est spécifique à Dauphine, donc vas-y, c'est pas ouf de En dire vrai, ça. on peut en parler. Hein.
Non, mais quand on en parle, on s'en bat les couilles. Mec, non, mais c'est pas bien de dire ça. Non, mais Ça apporte que du négatif. Le sol, il est Ouais. pas. Il veut dire, bah en fait, ça sert à quoi? Enfin, il veut dire, vas-y, Mais après, c'est quelques matières. mec, je sais pas. Je sais pas. Non, mais enfin, je veux dire, les meilleurs cours sont faits par des élèves. Tu vois, c'est un truc de ouf de se dire ça. Moi, je pense que c'est juste qu'ils se sont pas mis à la place d'élèves. Et donc, ils savent pas comment marche le cerveau d'un élève. Ah, bah, tu En vois. fait, c'est un truc que j'ai remarqué vraiment dans ma tête. Parce que tu sais que je t'avais parlé du fait que moi, il y a pas longtemps, en fait, je suis allé faire une sorte de conférence à plein d'élèves de première qui, dans un stage de français d'oral, enfin, dans un stage de français où les élèves du coup viennent à un cours, il y a un professeur, et donc ils révisent l'oral et l'écrit de français. Mhm. Donc moi j'ai assisté un peu au cours, j'ai regardé. Quand j'ai fait ma conférence, les élèves se sont tous mis à prendre des notes. Et à la fin de la conférence, le prof il a dit ah ouais, c'est marrant, vous vous êtes mis à prendre des notes alors que c'est pas très commun avec moi, vous prenez pas beaucoup de notes. Et en fait c'est parce que ce que je disais, c'était vraiment ce qui était important pour Mhm. avoir le maximum de points. Parce que moi je sais ce qu'il faut faire pour avoir un maximum de points. Alors que le prof, ça fait des années qu'il fait pas de dissertation, Mhm. il fait pas d'oral. Il sait pas ce que ça fait que de gérer son temps, que de dire les choses essentielles pour avoir des bonnes notes. Ouais. En fait, il va t'apprendre le cours, mais il va pas t'apprendre à avoir les meilleures notes. C'est ça. Et Alors que toi, il a du mal à identifier tes problèmes à toi. ouais. Les problèmes de l'élève. Ouais, ouais. Parce que c'est C'est pas un ça. élève tout simplement. Bah, c'est ça. Et je me suis rendu compte que les meilleurs profs devraient tous se mettre à la place des élèves ou en tout cas passer par leur expérience avant de vraiment enseigner efficacement. Enfin, s'ils veulent enseigner efficacement. Ouais, en fait, ce qu'il pourrait faire, c'est prendre la meilleure copie, prendre le meilleur élève de la classe et prendre le pire et faire une interview au meilleur élève. De ouf. Qu'est-ce que toi t'as fait, qu'est-ce que l'autre a Mais fait, mec, et il compare ce que l'autre a fait, enfin ce que le pire élève a fait avec ce que le oh mais meilleur je te élève jure, a fait. s'ils faisaient une review comme ça, genre à Mm. chaque contrôle, ce serait une dinguerie. Pff, ça serait dingue. J'aurais mis à l'écran, vous voyez la copie de merde, là il y a ça qui est pas bon. Ouais. Le bon élève il a fait ça. Et ensuite, je sais pas, le prof il interview les deux élèves, il dit comment vous avez révisé. Ouais, comment vous avez Comment révisé? vous avez révisé les gars. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu écris ça? Des trucs Ouais. comme ça, ouais. Parce que je trouve que vraiment les élèves on a tous le même cerveau à peu près. Ouais, parce qu'il y a toujours les mêmes patterns Toujours entre les des mêmes mauvais élèves et des bons élèves. Je passe tous par le même chemin pour avoir une bonne note ou une mauvaise note. Mhm. Toujours la même chose et je le remarque tout le temps dans mon programme d'accompagnement. Genre plein d'élèves qui me disent ah putain je suis nul en maths, ah j'ai des mauvaises notes en physique. Je leur dis comment est-ce que t'as révisé? Est-ce que t'as assez travaillé les exobilans, les problèmes difficiles qui te préparent vraiment au contrôle? Ils disent non. Mhm. Non, je me suis trop, j'avoue, j'ai C'est trop fait toujours- d'exos d'application. J'ai Mhm. travaillé 10 heures, mais c'était pas au bon endroit. C'est toujours les mêmes C'est toujours les raisons mêmes qui raisons, expliquent qu'ils sont nuls ou C'est qu'ils ça. sont bons. En vrai, on s'est éloigné un peu du sujet, mais c'est toujours intéressant. C'est comme un podcast un peu. Ouais. On peut un peu parler de tout en vrai. Maxime, tu parles souvent de tes résultats de terminale, mais quels étaient ceux de seconde? Pour me faire une idée du dossier nécessaire pour rentrer dans une université prestigieuse. Moi, en seconde, j'étais pas un très bon élève. Du coup, ma moyenne, elle tournait autour de 11 et 13. Mais moi, je peux dire que la seconde, c'est pas vraiment ce qui est important sur Parcoursup. Je crois même pas que c'est. C'est pas compté. Ouais, c'est pas compté. C'est que la première et la terminale, ce qui compte vraiment, c'est ton bac de français plus tes notes de terminale. Totalement. Après, il y a aussi le contrôle continu de première. Ah oui, c'est vrai. Donc, en vrai, la seconde, on s'en fout un peu. La seconde, on s'en bat vraiment le couille. Franchement, tu peux comeback très bien en première, en terminale. Et aussi, les gens qui vous disent, pour ceux qui sont en troisième, le brevet, c'est super important. Le brevet, ça sert à rien. En fait, moi, je pense, factuellement, ça sert à rien. Personne va regarder ton brevet. Personne va regarder ton dossier de seconde arrivé à Parcoursup. Mais par contre, le brevet, ça peut être utile dans le sens où C'est formateur, c'est formateur. Voilà, ça te Ouais. forge dans le fait de réviser beaucoup. c'est vrai. Période intensive. Et en fait, quand tu réussis Mm. une fois, Hmm. bah en fait, t'as le mindset à chaque moment difficile de dire, mais mec, j'ai déjà fait littéralement l'an dernier, je vais le refaire cette année. Et Ouais, ça c'est te vrai. donne confiance en soi, et ça te donne plus d'expérience pour réviser, etc. Hmm. Meilleure compréhension de soi-même. Hmm. Ouais, c'est vrai. En fait, le brevet, ça sert personnellement, ça sert pour te former au prochain bon C'est ça. examen important. Exactement, ouais. Mais le brevet en lui-même ne va pas déterminer ton avenir. Totalement. Contrairement à ce que tous les élèves de troisième pensent. Mais je conseille quand même de tryhard du coup. Parce que Mm. les compétences qui en découlent sont Ouais. vraiment inestimables. Je suis d'accord en vrai. Alors moi je suis trop reconnaissant d'avoir amélioré mon éloquence à cette année-là parce que Mm. du coup bah, en mon oral de français je l'ai torché, j'ai foudroyé l'oral. Hmm. J'étais trop confiant, j'ai trop aimé, j'ai même aimé carrément
Fermandral. Vous jouez à des jeux vidéo? Si oui, à quel jeu? À quelle fréquence? Et quels sont vos jeux préférés? Honnêtement, je sais même pas si en 2025 il y a encore beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. J'avoue, j'ai remarqué que c'est beaucoup reconverti en réseaux sociaux. Après, c'est peut-être que nous, Ouais, on n'a pas un on n'a pas entourage les de infos en fait. gamers. C'est ça. Mais ouais, peut-être qu'il y a encore des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. D'ailleurs, vous pouvez dire les jeux vidéo auxquels vous jouez dans les commentaires. Ah, il est malin! Il est malin! Sinon, non, on joue pas à des jeux vidéo du coup. Personnellement, ça fait 2 ans que je joue plus et ça ne me manque pas du tout. Mm. Moi, je pense que la Moi raison non pour plus. laquelle les gens jouent aux jeux vidéo, c'est parce qu'ils ont une vie sociale dedans. En tout cas, ils considèrent leur vie sociale virtuelle plus importante que celle de la réalité. Parce que dès lors que tu as une vie sociale réelle que tu considères importante, tu oublies très très rapidement toute ta vie virtuelle. Je parle en conséquence, en connaissance. De cause, je sais pas comment on dit ça. Tu parles d'expérience. Je parle en expérience, ouais. Comme Maxime qui avait charbonné Ah ouais, StarCraft. j'étais un addict aux jeux vidéo, c'était une dinguerie. Tu joues 10 heures par jour, tu as une vie sociale dedans, tu es Ça, reconnu t'as un pour être le... club, Voilà, c'est ça. t'es dans une team semi-professionnelle e-sport, t'es valorisé. Mhm. Mais dès lors que tu comprends que... En fait, si tu pour ma part, vous voyez, j'ai un frère jumeau qui est très très à fond dans les jeux vidéo, qui joue tous les jours, qui est littéralement, qui a pour objectif d'être joueur e-sport. Vous pouvez checker, il s'appelle ZL sur YouTube, il a 140 000 abonnés. Incroyable. Et pour le coup, lui, s'il a un objectif dans le jeu vidéo, s'il joue autant, c'est parce que il a un objectif dans le jeu vidéo. Il veut devenir joueur pro, et c'est réaliste compte tenu de son niveau et de sa notoriété. Maintenant, il faut être réaliste pour la plupart d'entre nous, comme moi, qui voulait aussi être joueur e-sport professionnel. Comme moi qui voulais aussi devenir un joueur e-sport professionnel. Est-ce qu'on a vraiment le niveau? Est-ce qu'on a vraiment le talent? Parce qu'il faut du talent. Est-ce que c'est pas trop risqué? Tout ça, faut prendre en compte. Et c'est dès lors que tu réalises que c'est que le monde, que c'est vraiment très peu probable que tu deviennes joueur pro, que tu fais une reconversion très souvent. Mm. Ouais, moi c'était complètement mon cas. En fait, je me suis projeté dans le futur. J'étais pas sûr d'être un bon joueur e-sport. Et en plus de ça, je me suis dit, mais même si je deviens joueur e-sport, ce qui est une probabilité pas très élevée, Mm. ce qui est une probabilité mais pas élevée du tout, en fait, je me vois pas du tout dans le futur jouer aux jeux vidéo, je ressemblerai à rien en fait. Quand je regarde tous les joueurs e-sport de StarCraft 2, ils savent pas parler devant la caméra, ils sont comme ça, Mm. ils sont tout minces. Mm. Et j'ai pas envie d'être comme ça, même si je deviens joueur e-sport. Et en plus, quand je regarde le marché, j'analyse un peu StarCraft 2. Personne Mm. connaît ce jeu. Mm. Tu gagnes 2 € maximum dans un tournoi en fait. C'est ça. C'est ça. Mais en plus, c'est vrai, l'image qu'on avait il y a 10 ans des gamers, ce n'est plus du tout la même aujourd'hui. Aujourd'hui, un gamer, c'est pour moi un peu logique qu'il soit un minimum musclé ou qu'il fasse du sport. Ah ouais. Parce que c'est compris dans le programme e-sport maintenant Ah ouais, qu'il dans le faut faire pack. du sport pour avoir une bonne santé mentale. Parce que Mmh. si tu fais pas de sport, mec, tu demandes à n'importe quel joueur e-sport, il fait du sport aujourd'hui. Enfin, très très souvent. Dans 80% des cas. Ah, je Il savais y a pas. encore des. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais, dans chaque club e-sport, il y a une salle. Les gens, ils sont plutôt musclés et tout. Enfin, mon frère, il est pas. C'est pas un gros porc affalé sur son canapé qui fait que jouer. Ouais, très très musclé. Ouais. Vraiment très très chaud. Et Dips. de plus en plus, les gamers sont musclés, hein, vraiment. Parce qu'ils ont tous ce côté de level up, développement personnel en vrai. C'est juste que eux, ils faisaient leur dev perso dans le jeu. C'est Mais ça, dès ouais. lors qu'ils ont réalisé qu'il faut aussi dev perso dans la vraie vie, Ah, ça ils me fait l'ont penser fait. à WoW. Je sais pas, l'an dernier, Zedel il m'a montré une vidéo où genre WoW il fait du développé couché à 44 kilos, je crois, C'est par abusé. main. Abusé. J'étais Il est chaud de trop barre. fort. Du coup, t'as un jeu préféré, Mika? C'est quoi ton jeu préféré? Jeu de cœur Mobile Legends, la version mobile de League of Legends. C'est d'ailleurs le jeu auquel joue mon frère. Et j'y ai passé quasiment toute mon adolescence. Moi, StarCraft 2, pour la même raison. J'y ai passé toute mon adolescence. Et un peu Brawl Stars aussi. Le meilleur lion de France. Putain, mais c'est un truc de ouf, mec, t'es tellement fort à Brawl Stars. En fait,
c'est un peu le même style que Mobile Legends, c'est pour ça que j'étais fort. Est-ce que vous avez eu un déclic pour étudier et créer du contenu en même temps ou c'est naturel de bosser autant pour vous? Moi, le déclic que j'ai eu pour bosser énormément dans les études, c'était au lycée, quand il y avait le danger de Parcoursup. En fait, non, c'est plutôt ça a commencé les études en seconde, Mm. en fin de seconde, quand je me suis fait engueuler par mes parents. Donc, il y avait le bulletin sur la table, ambiance daron avec la ceinture, calme. Il y a même mon frère qui était là pour m'engueuler. Donc là, j'étais en 1v3, les gars, j'avais rien à dire. Et c'est vrai que je travaillais pas assez bien. Donc la première arrive, il y a le bac de français, il y a Parcoursup en terminale, donc là il faut charbonner pour aller à Dauphine et sécuriser mon futur, qui est très important. En fait, je voulais tout m'aller, il faut juste aller dans un bon endroit pour sécuriser mon futur financièrement. Et sinon, pour le déclic dans la création de contenu, en fait, je l'ai dit un peu tout à l'heure, bah, c'est essayer de générer des revenus le plus vite avant la fin de mes études, qui m'a poussé à créer du contenu et à continuer. Mm. Et bah, c'est naturel dans le sens où ça fait part de mon identité. Ça prend sens d'être fort dans les études pour me sécuriser un avenir. Ça prend sens de créer du contenu parce que je veux gagner de l'argent et monétiser ma compétence à être très fort pour enseigner comment apprendre et changer la vie des élèves en fait. 19 de moyenne dans l'accompagnement, faut le dire. Hein, 19 de moyenne en français. c'est abusé. Pour ma part, alors je vais dire un truc que je crois que j'ai jamais dit dans les vidéos. Mais non, La mais raison. c'est une dinguerie. En fait, la raison pour laquelle j'ai été très très fort aux études, c'est surtout que j'avais très peur du regard des autres. Ah ouais? Jusqu'à le lycée. J'avais très très peur de l'avis de mes parents, de décevoir mes parents. J'avais peur aussi de me décevoir moi-même. J'avais peur de l'avis des profs, de les décevoir. J'étais toujours cet élève un peu faillot qui veut toujours se donner une bonne image, qui veut toujours montrer qu'il est bon élève. Donc j'avais peur en fait. J'étais fort parce que j'ai pensé tout le temps à ça. Et bon, à ça couple aussi une bonne compréhension logico-mathématique qui me vient peut-être aussi, voilà, aussi en vrai, avec beaucoup d'efforts quand j'étais petit, je faisais beaucoup de maths. Vraiment le cliché du mec qui a peur, qui est timide, coupe au bol et tout. C'est ouf, hein, mais aujourd'hui, Ouais. quand on voit ma personne aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, j'ai peur de rien. Et en fait, voilà, j'ai toujours eu cette peur jusqu'à le lycée. J'ai eu mon déclic et j'ai compris qu'en fait, tout ce système-là, c'est que du bullshit. Dans ma tête, c'est que du bullshit. Quand on me disait que chaque note était importante, c'était bullshit. Quand on me disait de lire 100 fois pour apprendre un truc, c'était que du bullshit. Et je me suis dit, en fait, il n'y a rien qui est important dans cette vie. Si je fais ça, c'est pour moi. Et j'en ai marre d'avoir peur, en fait. J'en ai marre d'avoir peur. Mm. Et maintenant, j'apprends pour moi je, et j'apprends à avoir des bonnes notes. Et en fait, j'ai compris que pour avoir des bonnes notes, c'était pas. Comment dire? C'était pas. Il faut pas juste avoir. En fait, c'est une bonne manière d'apprendre en vivant avec la peur. La plupart des étudiants de médecine, c'est comme ça. Ils apprennent avec la peur, la peur, la peur. Ils ont peur d'échouer, donc ils apprennent, ils font que travailler. Aujourd'hui, moi, ma méthode, c'est d'essayer de tricher à chaque fois que je peux. Ce que je veux dire par tricher, c'est trouver les hacks, les méthodes, Shortcut. les raccourcis qui me permettent de parvenir à mes fins le plus rapidement. Mm. Je te donne un autre exemple qui a rien à voir avec les études. En fait, ça, c'est ma mentalité. Avant, j'avais En mentalité fait, peur. t'as une lucidité sur ta propre vie, ce qui est important, et comment avoir de bonnes notes. Voilà. Alors qu'avant, je vivais sous la peur. Maintenant, je vis avec le point de vue de l'analyste, du mec qui comprend Prends les du recul, choses. ouais. Voilà, c'est ça. Avant, par exemple, la queue de la cantine. Mec, j'étais le mec qui restait comme ça debout, qui attendait tranquillement que le surveillant il dise ah mais lui attends mais là il y a tout le monde qui dépasse mais Michael il dépasse pas et je devrais le laisser passer. J'étais vraiment dans ce type de mec genre qui se disait que le surveillant il va voir que depuis tout à l'heure j'attends quoi. Ouais. Et à chaque fois je me faisais avoir, on me dépassait toujours à la cantine.
J'étais l'un des premiers arrivés, j'arrivais en dernier parce que tout le monde courait comme ça. C'est un truc de Et le fou. surveillant s'en bat les couilles. Bah, le surveillant, des fois il voit pas, des fois il s'en fout, tu vois. Ouais. Ouais, ils n'ont pas que ça à faire. Et dès lors que j'ai compris que Ah ouais. maintenant il faut tirer les. Comment dire, faut poser ses couilles sur la table, il faut comprendre que le monde est méchant et que arrête de vivre avec sous le Les regard règles. des autres. Et même, en vrai, c'était même. Oui, c'était pour les règles, c'était pour respecter les règles, c'était pour Ouais. montrer aux autres que j'étais quelqu'un de bien. Y a que toi qui sais ce qui est bien pour toi et ce qui te mène vers ton objectif en fait. Putain, Voilà, la dans la leçon de vie finalité, de c'est la ça. queue à la cantine. Mec, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Et depuis ce jour, maintenant, je fais que dépasser, je m'en fous, j'ai compris que les gens ils s'en foutent en fait. Le but c'est de gagner et je triche. Enfin, c'est pas que je triche, c'est juste que je prends les meilleurs raccourcis pour parvenir à mes fins. Est-ce que payer son PQ plus cher, c'est rentable ou est-ce qu'on se fait douiller par les grandes marques? Lotus, Hmm. Moltonel, etc. Merci d'avance. Pour moi, c'est pas rentable de payer les PQ parce que parce que dans la finalité, tu essuies ton cul. Donc, t'as pas besoin d'un papier qui coûte Hmm. cher pour essuyer ton cul, quoi. Tu peux même l'essuyer avec une feuille, c'est dans la même finalité. Tu veux juste enlever ton caca. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Comme filière, secteur? Alors, moi j'ai très très peu d'idées. Parce qu'en fait, moi je suis rentré à Dauphine, mais sans ambition. Il y a beaucoup de gens qui rentrent à Dauphine parce que, ah ouais, moi je suis passionné par la finance. Hmm. J'en ai plein, mec. Moi je Hmm. vais devenir trader. Ouais. Formation de trader, ouais, je vais faire la finance de marché. Moi, je suis Hmm. rentré juste pour la liberté, juste pour me sécuriser un bon futur, en fait. C'était Hmm. ça le projet à la base. Et c'est un peu chiant, c'est peut-être de la malchance ou je sais pas pourquoi, mais il y a rien, il y a aucune matière qui m'a vraiment passionné, dans le Hmm. sens où je vois des perspectives de métier là-dedans. Euh, Rapproche-toi un peu Ça plus. sera sûrement dans les métiers de la banque, parce que tout le monde y va là et c'est là que tu as les meilleurs salaires. Moi, mon frère y est, il travaille dans une banque. En vrai, il kiffe. Je trouve ça très stimulant intellectuellement. Après, il y a un autre métier qui m'a un peu tiqué l'oreille, c'est le métier de gestionnaire de patrimoine. C'est marrant. Genre, je sais pas pourquoi ça m'intéresse trop. Quand je regarde le métier de ces personnes-là, toute la journée, ils font des appels, ils s'informent sur le marché. Et en fait, si t'aimes bien cet univers-là, bah c'est le kiff la vie. Toute la journée, tu parles, si t'aimes bien parler. Toute la journée, tu te renseignes sur les marchés financiers. Si t'aimes les marchés financiers, c'est le métier idéal. Et moi, je trouve que ça pourrait me correspondre. Hmm. Je trouve que ça pourrait me correspondre dans le sens où moi, j'aime beaucoup faire des appels, aider les autres. Genre, c'est gratifiant d'aider un client. Toute la journée, tu dis, ah ouais, toi, t'as ce profil là de risque, ok, je conseille de faire ça, ça, ça. Mhm. Mhm. Tu lui partages ton expertise et puis tu te renseignes sur ta passion. Pour ma part, j'ai pas de métier en tête. J'espère que dans 10 ans, je serai encore dans mon business. Hmm. Ça se trouve que je vais même pas faire de métier, hein. Ça se trouve, j'aurai mon master et je me reconvertis à 100% dans le business, soit encore dans l'éducation, avec, je sais pas, une sorte d'école. Mais j'ai pensé à ça. Hmm. Ouvrir une structure, une entreprise qui ferait des cours de particuliers aux élèves, mais archi efficace. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec les cours particuliers et les Hmm. stages. J'en ai participé à quelques-uns en première. Hmm. Et vraiment, t'es dans une classe de 30-40 élèves, t'as personne qui est vraiment motivé parce que c'est que les parents qui ont inscrit les élèves Mm. et le cours est pas efficace du tout. Mm. En fait, quand tu sors du stage, tu te dis, mais j'ai rien appris. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue et j'aimerais trop innover ça, Hmm. mettre ça en place l'an dernier et même cet été-là pour les élèves ambitieux qui veulent prendre de l'avance en première, enfin l'an prochain, quoi. Grave. Donc il y a deux possibilités, soit je fais que du business, soit je fais les deux à la fois. Est-ce qu'il y a un gros gap à avoir entre les mathématiques du lycée et les mathématiques des études supérieures? PS, vous êtes des... 快好了，快好了，快好了。 Putain, j'avoue, il est tard. Ouais. Alors nous, on est à Dauphine et donc c'est pas une licence de mathématiques. Honnêtement, les mathématiques qu'on fait, c'est juste un approfondissement du lycée. C'est pas exceptionnel non plus. Je pense pas que ce soit le niveau d'une prépa, ouais. Donc en fait, je peux que parler au nom de Dauphine, mais si tu parles que de terminale à Dauphine en LSO, je pense que si t'as un élève qui a eu 17-18 ans de terminale, t'arrives à Dauphine, tu gères ça tranquillement, c'est le même rythme qu'en terminale. À condition d'être autonome. À condition d'être autonome et de mettre des efforts quand même, faut pas abuser. Mm. Quel conseil tu donnerais pour la première année de fac? Conseil numéro 1. De Maxime. I put you on the spot, En guys. fait, il y a plein de conseils. Tu sais, à chaque fois, à force de répondre aux conseils, je me dis, mais ils sont vraiment évidents.
Ouais. La première chose, c'est apprendre à être autonome, à être lucide sur ce que tu dois vraiment faire, sur ce qui est important pour réussir au mieux le contrôle. Et ne pas suivre la vague. Vraiment être conscient tout le temps en permanence de ouais, c'est quoi les prochains contrôles, ok, le prochain TD, qu'est-ce qu'il y a à préparer. Parce que personne ne va te le dire à la fac. Hmm. S'entourer des mecs chauds en cours, Pour moi, ça, c'est qui le ont la meilleur conseil. mentalité de développement, progression. Même pas en cours, des gens qui, ouais, avec qui tu matches en termes de mentalité. Parce que moi, je suis complètement moi, je suis de la mentalité que l'environnement te définit à 50%, genre. En tout cas, il y a peut-être pas de pourcentage, mais 100%, à 100%. mais bien sûr. Les Ouais, gars, ne l'oubliez pas, l'environnement définit tout votre avenir. C'est avec l'environnement que vous trouvez des portes, c'est avec l'environnement que vous forgez votre identité. C'est un entour. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est ultra logique. Mm. C'est avec l'environnement qu'on a les meilleures informations, qu'on accède à certaines choses auxquelles on n'aurait pas pu accéder avec un environnement de merde. Donc soyez intransigeants sur votre environnement. Ouais. C'est avec l'environnement qu'on accède à une version de nous-mêmes bien supérieure. C'est vrai ça. Donc c'est une opportunité pour soi. Si tu seras fréquentes 5 personnes qui a 18 de moyenne, tu seras la 6ème personne qui a 18 de moyenne. Logique. Donc meilleur conseil, fais attention à ton environnement quand tu arrives à l'université. Et sois autonome. Par contre, n'aie pas peur de changer d'environnement, de changer de camarade quand tu te sens pas à l'aise. Il y en a beaucoup qui au début, ils sont dans un groupe d'amis, ils se sentent pas à l'aise, ils n'osent pas trop partir de ce groupe-là de peur de Ouais, par qu'on sécurité. a l'impression qu'il va les trahir ou quoi que ce soit. Donc ils Ah. restent dans le groupe et ils se sentent pas à l'aise et ils chient leur année entière. Alors que si d'entrée de jeu, tu dis bah là désolé, tu lui dis pas, mais tu lui fais comprendre petit à que tu as petit. envie de partir, tu as envie de voir d'autres personnes, et bien vas-y. Ouais. Faut pas avoir peur. Même pour quitter un groupe, t'es même pas obligé de le dire. C'est ça. Genre, c'est petit à petit. Mais arrête de continuer à valider leur présence. Montre-leur quand même que c'est bon. De toute façon, ils vont le comprendre quoi. Quelle est la technique la plus efficace pour réussir en mathématiques Pour moi, les mathématiques, c'est. Enfin, j'approche ça par 2 étapes. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, faire une fiche avec toutes les formules et propriétés Ouais, c'est bon, importantes ça va, pour les gars. comprendre le cours. Et deuxième chose, attaquer crescendo les exos d'application, les exos intermédiaires, puis les exos bilans. Une fois que tu as fumé les exos bilans, tu peux être sûr d'avoir 20 en contrôle. Et toujours approcher les mathématiques par de l'activité. Donc, quand tu regardes la correction, tu regardes pas la correction juste pour dire ah ouais, j'ai lu la correction, c'est bon. Non, tu fermes la correction, tu essaies de refaire l'exercice sans aucune faute. Et une fois que tu te dis ouais, cet exo-là, je peux le maîtriser, je peux le refaire sans aucun souci, tu passes à la suite. T'as un HSK? Non, je n'ai pas d'HSK. Est-ce que t'as un HSK, Mika? Non. HSK. J'avais fait 2 ans. Ouais. D'après ton expérience, ça sera facile pour les introvertis d'intégrer la vie étudiante. Alors, je sais même pas si je suis introverti, moi. En vrai, est-ce que t'es introverti? C'est quoi introverti? C'est un spectre, tu vois. Introverti, extraverti. Bah, tu sens que moi je suis extraverti quand même. Ouais. Dès le début de l'année, Mika, je vous explique, on était à la cantine. Et il parlait vraiment à tout le monde. Il commençait à faire des débats avec des gens de L3 alors qu'ils se connaissaient pas. Débats sur les relations hommes-femmes. Ah ouais. Je me souviens de ce débat de ouf. Abusé. Mika, il s'en bat les couilles. Il parle vraiment à n'importe qui, donc... C'est ça l'extraversion. Peut-être que l'extraversion, c'est la capacité d'être à l'aise avec tout le monde. Ouais, avec les inconnus. Oui. Alors qu'un introverti, il va être moins à l'aise, il va avoir besoin de plus de temps pour choper le feeling de l'inconnu, tu vois. Moi, je pense que même si t'es introverti, en vrai, bah vous allez vous... Alors, petit à petit, tu crées des liens. C'est impossible, Oui, c'est ça. C'est impossible de parler à personne pendant toute une année. Et si c'est le cas, c'est parce que bah, les gens qui sont dans ta classe sont pas de bonne qualité, forcément. Je sais Tu pas. dis, tu te sens pas à l'aise, ou alors ils traversent, ou... Ouais, Il y a, c'est ça. il y a des dissections de groupes, etc. Je pense que c'est moins le cas à l'université parce que tout le monde est un peu mature. C'est vrai ça. Et en fait, tout le monde accepte tout le monde. Tout le monde est très tolérant. Je t'ai remarqué que tout le monde est très ouvert Oui, à c'est vrai. Dauphine. Alors, en fait, même si t'es timide, tu peux très bien te faire des potes. C'est vrai, il y a un glow-up mental chez la moyenne des étudiants d'université par rapport au lycée. En tout cas, à Dauphine, je sais pas si c'est pareil dans les autres universités. Je suppose que oui. Si tu devais recommencer le street de zéro, tu ferais quoi? Maxime, le sportif, le youtubeur, street workout de retour. Il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Ah non, il y a 2 ans, mec.
Waouh, ça va faire 2 ans. Ah, en fait, les 2 Ça années. fait 2 ans que je fais du YouTube. Qu'est-ce que je referais? Moi, je suis très content de mon parcours, hein. Moi, je referais pareil. Déjà, dans quelle perspective? Enfin, je suppose que c'est l'hypertrophie. Tu veux prendre beaucoup de muscles. Moi, je pense que j'aurais acheté plus de matériel pour me lester. Et pas rester qu'au poids de corps. Je pense que c'est une erreur. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, Ah ouais, j'avoue, je suis d'accord quand même. Imagine, on prend l'habitude de tout le temps avoir un gilet de 10 kilos sur nous. Ouais. Maintenant, Non, on n'a même pas pas. un gilet, c'est nul les gilets. C'est mieux les ceintures. Ouais, une ceinture. Mais en tout cas, un gilet, déjà, c'est le strict minimum. Ton poids, ouais, c'est ton poids plus 10 kilos. Et tu te dis jamais, ouais, tu te dis, non, je fais jamais d'exercice sans avoir mon lest. Hmm. Je pense que c'est beaucoup plus efficace parce que, en fait, t'arrives à un stade dans le street où tu peux faire des séries de 20 dips, 20 pompes. Ouais. C'est... Et ça dure, la séance, elle dure pendant 2 heures, tu vois. Pas forcément, tu peux réduire les temps de repos. Oui, tu peux réduire les temps de repos. Mais je pense que à terme, pour créer de l'hypertrophie et donner de la tension au max, Ouais, ouais, ouais. même Grave. pour réduire la durée de tes séances, c'est mieux du lest. En fait, il faut juste acheter une ceinture. Ouais, achète une ceinture Achète- plutôt. C'est ça. Et si je peux donner un conseil pour commencer, ne réfléchis pas midi 14h. Simplement, tu te concentres sur les dips pour tes séances push. Et si tu veux, pour renforcer un peu plus les épaules, les pike push-up. Et pour tes séances pull, donc les muscles du tiré. Les muscles push, c'est les muscles du poussé. Les muscles pull, c'est les muscles du tiré. Pour tes séances pull, tu fais que des tractions et des tractions australiennes. Voilà, t'as le meilleur physique au monde. Et tu auras le meilleur physique. Ouais, je pense que l'une des erreurs que j'ai commises en fait en prenant du recul, c'était de trop me reposer sur ce que je savais faire. En fait, c'est moins évident de faire de la surcharge progressive au street. Hmm. Parce que c'est pas en palier de poids, genre ah ouais, je 2 kilos, etc. Non, là tu peux pas mesurer. Hmm. Donc faut vraiment faire au feeling et soi-même se mettre dans une zone de déconfort, d'inconfort. Ou prendre une ceinture. La ceinture. Bien sûr, mais c'est trop important. Ouais, la ceinture. Quand tu vois des mecs qui lestent et qui ont le physique de bodybuilder, tu te dis, mais en fait, le street workout lesté, le street lifting, c'est amplement suffisant pour former une shape de bodybuilder. Est-ce qu'on peut organiser une rencontre STP? J'aimerais trop passer une après-midi à parler avec vous, ce serait incroyablement enrichissant. Et j'aime bien votre mentalité. On va faire une rencontre, ne vous inquiétez pas. Avez-vous pour objectif prochainement de passer à 100K par mois? Ça, c'est une question pour Michael. 100K. Genre, il y a ce genre de questions parce que, eh, vas-y, c'est quoi cette question? C'est quoi ces questions de malade, les gars? What the fuck? Moi, je suis très loin d'avoir 100K par mois. Je suis plus dans l'optique d'avoir 10K par mois constant. Hmm. Mika, Non, c'est autre chose. en vrai, je m'en fous un peu d'avoir 100K par mois. Hmm. En plus, pour être tout à fait honnête avec vous, quand vous gagnez 100K par mois en France, il y a 60K qui est parti, frère. C'est vrai. Frère, ça sert à quoi de gagner 100K par mois en France? En plus, l'objectif de 100K par mois, c'est vraiment un objectif juste pour le nombre. Ouais, c'est ça en C'est largement libre financièrement à partir de 10K. Ah ouais, Donc ça totalement. dépend vraiment de ton objectif. Moi, c'est pas mon cas, je pense que Michael non plus. Hmm. D'avoir une richesse folle pour peut-être l'ego ou Ouah, c'est le nul. nombre. C'est nul. Ouais, c'est pas notre objectif. Autant aller à Dubaï si t'as des objectifs aussi élevés. Ouais, de nombre. Ouais, c'est Ouais, ça. de nombre, ouais. Comment vous arrivez à être organisé sans trop déborder sur vos tâches à faire? Bah, le premier conseil, en fait, t'as 2 conseils, je pense, principaux. C'est déjà d'avoir aucune distraction à côté de tes objectifs. Donc, t'as que le cours, t'as que le business, t'as que le sport. Si tu dois t'améliorer dans ces 3 domaines, donc jeux vidéo, etc., ça dégage beaucoup. Enfin, ça dégage en fait. Mhm. Et tout le temps enchaîné. Genre, tu te poses tout le temps chaque jour, ok, quelle tâche me ferait avancer vers un objectif? Quelle tâche me ferait. Me permettrait de gagner le plus d'argent, me permettrait d'avoir le plus de notes, me permettrait de me muscler. Mhm. Et puis, deuxième chose, il faut savoir que quand on est étudiant, qu'on a beaucoup d'activités à faire, on peut pas tout faire à la fois. Tu peux pas te mettre à 100% dans le business, dans les cours, dans le sport. Mhm. Et donc, il faut accepter le fait qu'il va y avoir des périodes, des semaines où tu vas faire que des cours, des périodes où tu vas faire que du business. Peut-être pas Et- que, mais donner plus priorité Principalement, à. exactement. Donc, par exemple, en fait, les 2 dernières semaines qu'on a passées avec Michael, c'était full révision pour les contrôles continus. Mhm. Du coup, c'est des contrôles des semi-partiels, on va dire. Bon, moi, Et c'était là- plus une semaine. Ouais, toi, c'était plus une 4 semaine. jours. 4 jours, ah, de Non, ouf. 5 jours. Et là, c'est full vidéo business. Donc, pour vous dire, là, le week-end que je viens de passer, c'était Oh. une vingtaine d'appels de closing. Ah. Plein d'appels de coaching, full dans mon business. Mhm. Donc, parfois, il y a des moments comme ça où full focus dans un domaine, full focus dans l'autre, etc. Ta licence, c'est éco-gestion. Quel débouché faut-il avoir SPEMAT obligatoirement?
Non, ce n'est pas éco-gestion, ça s'appelle licence sciences des organisations, ça change dans les matières. Et puis les débouchés, c'est de la gestion, de la finance, enfin, de l'économie Mm. ou des sciences sociales. Les gens là-bas, ils vont surtout pour la finance et les métiers de l'entreprise. Faut-il avoir spé maths obligatoirement? Oui. Ouais. T'as une seule personne sur 600 personnes qui a maths complémentaire, je pense. Il faut être très bon en maths. C'est le paramètre principal qui te fait que t'es accepté à Dauphine. Est-ce que comptes aussi toi aussi te lancer à fond dans le business? En fait, moi, les études et le business, c'est très complémentaire. Plus Ouais. je suis bon dans les études, plus je suis bon dans mon business et j'arrive à mieux gérer mon accompagnement. C'est ça. Parce que j'ai le mindset étudiant, je suis le meilleur en fait. Donc Oui. je sais comment faire pour aider les étudiants qui passent par mon chemin. C'est ça. Donc je suis déjà à fond dans mon business entre guillemets. Vu que là je fais tout mon maximum pour faire grandir la chaîne, améliorer mon accompagnement, avoir plus de clients, préparer d'autres produits qui seraient plus accessibles et qui se limiteraient pas à un accompagnement parce que je sais que dans mon audience, t'as plein de gens qui demandent des produits en vrai. Alors comment c'est quand tu lances une formation mec Oh là et tu là. fais pas d'accompagnement. Allez. C'est quand tu fais une formation. Allez Maxime, produis l'eau ticket, annonce. J'ai un prochain produit low ticket qui sera sur l'oral de français. Donc là, je donne vraiment un max de conseils, même un plan de révision. Je sais que la discipline, c'est le problème principal que j'ai identifié chez mon audience. Mhm. Donc ça sera full méthode qui te permettront de réviser vite et efficacement, que j'ai testé chez plein d'élèves de mon accompagnement. Mhm. Et puis, un plan de révision pour que les élèves restent disciplinés. Donc ça sera purement visé sur un focus oral de français. Mhm. Et puis, sur le long terme, je compte bien faire un guide énorme sur les études. Genre vraiment, je donne tout ce que je sais, tout ce que moi et Mickaël on sait dans les études. Les Euh, hacks. Les hacks and tricks. Bah oui frère. Donc il faudra faire ça parce que c'est vrai que mon accompagnement il n'est pas accessible à tout le monde. C'est ça. Et alors que j'ai une grosse audience et que je suis sûr que ça peut aider plein de monde d'ailleurs. À Tellement. un prix très accessible et abordable. Tu me conseilles de me concentrer sur quoi à 15 ans? Le business, les études, le sport? En fait, ça dépend vraiment de toi, tes objectifs. Ouais. En fait, toi, dans 5 ans, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois bon dans les études, dans une bonne fac, un bon établissement? Est-ce que tu te vois musclé? Est-ce que tu te vois avec beaucoup d'argent? Si oui, tu fais les trois. C'est largement possible. Je pense que moi et Mickaël, on est vraiment les exemples de ceux qui ont réussi dans les trois. Et Ça sonne comme la guitare. What the fuck? Ok, une question quelles sont les meilleures niches TikTok à choisir? Il casse les couilles, ça. Le troll. Mec, il est 21h30 là. Ça va être la princesse. Bah ouais, c'est fini, on a fait le tour là. Je sais pas. Est-ce que Mika, Booba, Kaka? C'est quoi ça? J'ai rien compris. Je sais pas. Quels sont vos objectifs personnels dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai mon master. Je sais pas dans quel master, mais j'aurai un master à Dauphine, ça c'est sûr. J'aurai un business qui tourne bien, dans lequel j'aide le monde, qui me rémunère, que j'aime faire au quotidien. Et puis j'aurai un bon physique. Je me vois avoir de l'argent dans 5 ans. Genre vraiment être stable, pas forcément fonder une famille directe, mais en tout cas être en mesure de la faire, s'il faut le faire. Grave. En fait, c'est ça le plus important. C'est le big flex. C'est big À flex. 23 ans. Ouais, bah à 23 ans, si t'es déjà bien. En fait, tu peux profiter de ta jeunesse, voyager, utiliser ton argent en fait. Grave. Donc d'où l'importance selon moi de faire du business dans ma vie. Vaut mieux acheter sa bouffe ou prendre les repas de l'université. Prenez vos repas au Crous. Si vous êtes boursier, ça coûte 1€. Même si vous n'êtes pas boursier, les gars, c'est 3,30€. Et tu sais que parfois on se dit, ah ouais, le Crous c'est cher, 3,30€ si t'es boursier, mais en vrai de vrai, si tu compares à dehors, ou même à un plat que tu peux faire toi-même, c'est pas cher du tout, c'est archi raisonnable. abordable. Ouais, et c'est très bon le Crous. En tout cas, à Dauphine, c'est très bon. T'es gay? Non, je ne suis pas gay. Comment vous gérez les nouvelles rencontres? Vous distinguez ceux qui sont là par intérêt? De manière générale, les relations sociales, les amitiés, c'est toujours par intérêt. Donc ça se fait pas, on réfléchit pas à ouais, est-ce que j'ai un bon intérêt à être pote avec lui? Mais ça se fait naturellement et. C'est vrai. Donc évidemment que tu vas être pote avec quelqu'un avec qui t'éprouves de l'intérêt. Genre que ce soit par le fun, que vous vous sentez bien ensemble, ça c'est un intérêt. Le Bah côté, c'est un bon élève, vous vous améliorez ensemble, c'est un intérêt aussi. Parce que je comprends pas les gens qui parlent d'intérêt. Parce que même le fait de se sentir bien, de traîner avec quelqu'un parce que tu te sens bien avec la personne, c'est de pour un l'intérêt, ouais. intérêt de ton bonheur. C'est ça. Donc oui, évidemment qu'on trie par intérêt. Sinon, comment est-ce que la relation peut être profitable en fait pour les deux personnes? Ah, je sais pas.
On va se descendre vers le bas. Mm. Allez, pas d'intérêt, mec. Allez, Des intérêts contradictoires. Allez. Est-ce que tu es heureux de ce que tu fais? Franchement, je suis très heureux. Surtout que mon business d'accompagnement Ouais. est en train de se développer et que j'ai de plus en plus de témoignages d'élèves qui sont satisfaits. Je trouve ça très très passionnant. Enfin, moi j'aime beaucoup faire des appels de coaching. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Mais en vrai, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Mm. Mais des élèves qui sont motivés, qui viennent avec moi pour faire des appels, etc., pour qu'on s'entraîne, ou alors que je lui donne un max de conseils pour planifier son quotidien, ses révisions, je suis trop content. Ouais. Ça me ressemble vraiment. Et donc je suis très heureux. Et les études, bah, ça prend sens pour moi de les faire. Mm. Je suis très heureux aussi. Je vis bien, je mange bien, je dors bien, Ouais. je fais du sport, tout va C'est bien ça. dans ma vie. Le business grandit, les études c'est bien, tout va bien, donc je suis très heureux, ouais. Et toi? Mm. Moi, je suis d'accord. Tant que tu regrettes pas ta vie, tu peux pas forcément. Tu peux pas dire que t'es pas heureux. Et Moi, surtout, j'ai la meilleure communauté au monde. Ça, c'est vrai. Après, tu vois, t'es le reflet de ta communauté. Mm. Ta création de contenu est le reflet, attire ta communauté. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que t'es pas le meilleur youtubeur? Oh là 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 là. Oh, ni hao. Il y a quelqu'un qui a dit ni hao. Ni hao, mec. 你好，你好，我很好，谢谢，跳一跳， Bon, allez, c'est bon. 再见，再见，再见，拜拜，拜啊拜，大家拜拜， Allez, 晚安。 au revoir tout le monde. J'espère que cette vidéo était enrichissante. Lâchez un max de commentaires, lâchez des pouces verts. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, restez forts. C'est ciao. C'est trop drôle, tu dis pouce vert. Oui, Chez moi, tu dis pouce parce qu'il y a vert. des gens qui commentent. Mais pourquoi tu dis pouce vert? Ah oui. Voilà les gars, vous avez compris pourquoi. Technique de marketing.